Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Entreprendre en France aujourd'hui ». Donc nous allons donc voir comment entreprendre en France et quelles sont les particularités du contexte économique actuel en France. Donc j'accueille aujourd'hui Jean-Paul Debeuré, bonjour. Aurélie, bonjour. Alors vous êtes notre serial entrepreneur maison et vous avez écrit dès 1993 votre premier guide de la création d'entreprise. Alors depuis, le contexte a changé. Quels sont les changements majeurs que les futurs entrepreneurs doivent prendre en compte quand ils souhaitent entreprendre? Alors, voilà 20 ans, pas grand monde s'est intéressé à la création d'entreprise. Il y avait 2 guides sur la création d'entreprise. Aujourd'hui, il y en a pléthore et on voit que le nombre de créations d'entreprises a été multiplié par 4 en 20 ans et c'est une bonne chose. Alors, donc l'environnement n'est pas tout à fait le même. Ce qui a vraiment changé, c'est d'abord, premier point, l'avènement du numérique, du digital. Voilà 20 ans, il n'y avait pas le digital. Et aujourd'hui, ça impacte tout en matière de création d'entreprise, d'organisation, de développement d'entreprise. Donc il faut absolument intégrer le digital. Deuxième point, deuxième grand changement, c'est la crise. Elle est là. Il y a des secteurs d'activité entiers qui souffrent ou qui ont des difficultés relativement importantes. Donc ça aussi, il faut l'intégrer. Et il n'y a plus de certitude quelque part. Quand on voit que les professions réglementées, avec des gens qui ont fait des études pendant 5 à 8 ans, sont remises en cause, quelque part, il faut vraiment se poser des questions avant d'entreprendre. Troisième grand changement, qui est celui-là strictement français, c'est la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur. Avec ce régime de l'auto-entrepreneur, on a vu doubler le nombre de créations d'entreprises en France. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça c'est quand même un facilitateur relativement important de l'entrepreneuriat. Et puis le quatrième point qui me semble important et beaucoup plus récent, c'est le crowdfunding. Le financement par la foule, le financement par vous, par moi, de porteurs de projets quelque part qu'on ne connaît pas. Ça c'est aussi, je pense, une vraie révolution qui va changer les mentalités dans le futur. D'accord, donc on voit des changements qui sont structurels quand même très importants. Est-ce que la démarche de création d'entreprise en elle-même est semblable ou a-t-elle également évolué? La démarche demeure la même, hein. Il faut trouver l'idée, ensuite réaliser une étude de marché, monter un business plan, trouver le financement, puis après il faut se lancer, hein. Donc, par contre, le numérique a complètement changé les choses et donne de nouveaux outils, fournit de nouveaux outils qui permettent, si on les utilise bien, d'accélérer énormément cette démarche de création d'entreprise et d'être beaucoup plus pertinent. Et donc de diminuer aussi les risques de la création d'entreprise. D'accord. Alors on va reprendre à chacune des étapes de la démarche de création d'entreprise. Première étape dont vous avez parlé, l'idée d'entreprise. Quels sont les grands changements qui sont intervenus sur cette idée d'entreprise? Alors, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas uniquement la création d'entreprise, c'est aussi la reprise d'entreprise. Surtout en France, où 20% des entreprises françaises vont être à transmettre dans les années à venir, principalement du fait de l'âge des dirigeants d'entreprise. Et la reprise d'entreprise, par rapport à la création, permet d'aller beaucoup plus vite. Si, bien sûr, on a d'abord une expérience de gestion importante, et si on a quelques capitaux pour pouvoir reprendre. Mais on reprend quelque chose qui existe avec ses clients, ses savoir-faire, ses machines, etc., ses fournisseurs, ses salariés. Donc ça permet de gagner un temps fou par rapport à la création d'entreprise. Donc ne négligeons pas la reprise d'entreprise. Ensuite, si on crée dans les métiers traditionnels, quelque part, il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf peut-être à intégrer de nouvelles pratiques, par exemple comme le bio, hein, ou l'écologie, qui impactent ces métiers-là. Après, si on veut créer une start-up, on en reparlera peut-être après, il faut plutôt avoir une idée de rupture. Donc, et bien réfléchir à son business model
avant de réfléchir à son business plan. Alors justement, vous venez parler d'idées, vous venez parler de rupture. Quels sont les grands changements qui sont à noter dans les secteurs d'activité en France? Alors, je ne veux pas être exhaustif, bien sûr. Donc, moi, ce que je vois, c'est dans le bâtiment, qui est quand même le secteur important en France, et quelque part non délocalisable. Donc, c'est un secteur qui est vital. C'est l'intégration de l'écologie dans ce secteur, par exemple avec des constructions qui sont beaucoup plus écologiques. Et puis, cet énorme marché qui est en train de s'ouvrir, celui de la rénovation thermique. Et sans faire de publicité, sur TV des entrepreneurs, nous sommes en train de concevoir un grand nombre de formations sur ce marché de la rénovation thermique et de la transition énergétique. Ensuite, dans le commerce, c'est l'intégration d'Internet, donc le mix entre le commerce traditionnel en boutique et le e-commerce, avec maintenant des possibilités énormes qui sont données au niveau marketing par des applications sur les portables, entre autres. Dans l'industrie, je pense que si on veut se développer, il y a deux solutions. On fait de la recherche, on innove, on dépose des projets, on a des produits propres. Et là, effectivement, les portes vous sont grandes ouvertes. Soit vous êtes sous-traitant et il faut se positionner sur du prototype et de la petite série parce que sinon il y a la concurrence des pays à bas coût et là, on n'est pas compétitif. Dans les services, il faut intégrer le numérique, le digital au maximum et se concentrer sur quoi on apporte de la valeur ajoutée. On le voit bien, nous, dans notre secteur d'activité, la formation, avec, entre autres, le blended learning. On fait de la formation à distance, du e-learning. Et puis, derrière, il y a des séances de regroupement avec un formateur physique dans les entreprises qui va développer des points très particuliers et répondre aux questions. Donc, se concentrer sur ce qui apporte de la valeur. Mais je ne suis pas exhaustif en faisant cette revue des secteurs. Deuxième étape de la démarche de création d'entreprise, c'est tout ce qui concerne l'étude de marché. Alors, est-ce que les pratiques ont autant évolué? Alors, l'étude de marché demeure nécessaire. Donc, simplement, on a des nouveaux outils qui sont à disposition. Je vais en parler simplement de deux. Les études géomarketing qui vous permettent de savoir de manière très, très précise, en définitive, quels sont les consommateurs en tel point d'une ville de manière très, très précise. Et ça va encore s'améliorer avec le big data, etc. Et puis, on voit apparaître des services lancés par des prestataires où on peut faire ces études de marché en ligne. Ils mettent à disposition des panels de consommateurs qui permettent de tester l'idée, le concept, le produit, les prix. Donc ça, c'est des outils phénoménaux à condition de savoir s'en servir et quelquefois qui ne sont pas obligatoirement très coûteux et donc qui permettent vraiment de bien cibler son étude de marché. Alors après, ce que je vois sur le terrain, c'est des gens qui passent des temps fous à faire leur étude de marché. Ils réfléchissent, ils étudient, et pendant ce temps-là, ils n'avancent pas. Donc, moi, ce que je conseille maintenant, c'est, en parallèle à l'étude de marché théorique, de créer votre site web. Quand vous avez à créer un site web, dites, qu'est-ce que je vais proposer ? Quels sont mes produits? Quels sont mes services? Comment je les présente, ces produits et ces services? Donc, en faisant ça, je vais réfléchir à quels sont mes clients. Est-ce que je vais sectoriser ce marché? À quel prix je vais proposer ces produits et services? Et si je parle de prix, bon, bien sûr, je vais faire mes calculs de coût de revient, mais je vais aller voir aussi ce que font les concurrents. Donc, à quel prix ils les proposent, comment ils les proposent, etc. Et vous bâtissez votre site web tout en faisant votre étude de marché. Mais à la fin, la différence, c'est que vous avez un site web à montrer. Et quand vous allez vous retrouver devant les financeurs, eh bien, vous avez une preuve de ce que va être votre projet. Vous n'êtes pas obligé de le mettre en ligne.
D'accord? Et si vous avez peur qu'on vous pique votre idée, déposez une enveloppe solo auprès de l'INPI. Mais à la fin, vous avez fait quelque chose. Vous avez fait votre étude de marché en marchant. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le régime de l'auto-entrepreneur, puisque c'est vrai qu'avec la croissance continue du chômage, beaucoup de personnes se servent de ce régime pour créer leur activité. Alors, est-ce que ces auto-entrepreneurs doivent aussi réaliser une étude de marché? Alors, le régime de l'auto-entrepreneur, pour moi, présente beaucoup d'avantages. Un, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Première question. Parce qu'on s'aperçoit, on le sait bien, que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Deuxièmement, ça me permet de tester mon marché. Et puis, de mettre, troisièmement, au point mon approche marketing et commerciale. Si, quelque part, je ne suis pas capable de convaincre des clients, ben, c'est qu'il y a un problème. Et tout ça, je le fais sans risque et sans avancer d'argent. Donc, ça me semble relativement, une facilité relativement importante. Je peux le faire en étant étudiant, en étant salarié, en étant retraité, en étant fonctionnaire. Donc en ayant des revenus par ailleurs ou en continuant mes activités par ailleurs. Donc je pense que c'est effectivement une très bonne chose, ce régime de l'auto-entrepreneur. Et nous, chez TV des entrepreneurs, on s'est toujours battu pour qu'il y ait ce maintien du régime de l'auto-entrepreneur et une visibilité sur ce régime de l'auto-entrepreneur. La troisième étape donc, de la démarche de création d'entreprise, c'est ce qui concerne le business plan. Alors, est-ce que cette étape est aujourd'hui toujours aussi indispensable? Alors, à quoi sert un business plan? Ça me sert d'abord à moi, porteur de projet. D'accord? Où est-ce que je vais aller? Quel est mon projet? Je vais le formaliser dans mon business plan. Quelle est mon équipe? Je vais le formaliser. Puis, il y a toute la partie chiffrée. Quel est mon prévisionnel? Combien j'estime que je vais faire de chiffre d'affaires? Quelles vont être mes charges? Quel va être mon résultat? Donc, c'est absolument nécessaire pour moi, pour savoir où je vais aller. C'est nécessaire si je dois trouver de l'argent. Hein? Donc, il va falloir que je le montre. Si je peux le montrer en même temps qu'un site web, je ne vais pas insister, mais c'est un argument relativement important. Ce que je vois, par contre, c'est des porteurs de projets qui ne vont pas au bout du business plan, qui ne vont pas jusqu'à la trésorerie, qui ne chiffrent pas le besoin en fonds de roulement. Or, une entreprise meurt parce qu'elle n'a pas de trésorerie. Donc, aller jusqu'au bout du business plan et raisonner en termes de trésorerie. Alors, la quatrième étape de la démarche de création d'entreprise, c'est tout ce qui concerne la recherche de financement. Vous avez évoqué tout à l'heure le nouveau phénomène du crowdfunding. Est-ce que le crowdfunding peut permettre de solutionner une certaine partie donc, des soucis de financement des porteurs de projets? Oui, je le pense, très sincèrement. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une certaine visibilité sur le crowdfunding. Le gouvernement a réglementé les choses et a défini les professions qui tournent autour du crowdfunding et les pratiques qui tournent autour du crowdfunding. Moi, je vois deux intérêts. Un, ça permet d'accéder à des financements qui n'existaient pas jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc on peut se faire financer par vous, par moi, alors que nous ne connaissons pas ces porteurs de projets. Donc quelque part, le porteur de projet a intérêt à être bon pour que je mette un peu de sous sur son projet. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que des personnes qui ne s'intéressaient pas jusqu'à aujourd'hui à l'entrepreneuriat, aux entreprises, vont miser, je ne veux pas dire parier, miser sur des porteurs de projets. Or, on s'aperçoit bien qu'il y a une difficulté à passer le pas. Des études, des sondages sont faits chaque année qui nous disent qu'il y a des millions de Français qui voudraient créer leur entreprise. Dans la réalité, il y en a un peu moins de 300 000 si on exclut les auto-entrepreneurs, qui créent leur entreprise chaque année. Là, la foule s'intéresse aux porteurs de projets, aux entreprises. Donc ça va peut-être changer les mentalités, ça va peut-être leur donner des idées. Il est clair que ça permet aussi de montrer que c'est l'entreprise qui est vitale pour le développement économique de la France. Alors le titre de ce module de formation, c'est Entreprendre en France aujourd'hui. Donc nous avons bien vu
entreprendre, nous avons bien compris aujourd'hui, mais pourquoi avons-nous mentionné dans ce titre de formation en France? Pour une raison simple, vous lisez les journaux comme moi, on voit tous ces jeunes qui ont fait leur étude en France, que nous avons financé avec nos impôts, et quelquefois c'est plus de 100 000 euros, qui vont créer leur entreprise à l'étranger. Donc ils vont créer de la valeur en dehors de la France. Alors, je comprends le phénomène. On a tapé sur la tête des entrepreneurs, de manière relativement forte. Et ça s'est ajouté au coût du travail en France, à la fiscalité et surtout à l'instabilité fiscale et sociale. Moi, je me rappelle de cette remise en cause du régime de l'auto-entrepreneur dont on a parlé précédemment. Donc, je comprends que ces jeunes partent ailleurs, mais c'est dramatique. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous, chez TV des entrepreneurs, on y croit encore. Si on n'y croyait pas, on n'organiserait pas le MOOC Passeport pour entreprendre qui permet aux porteurs de projets de se former en ligne et gratuitement pendant 10 jours. Donc, on y croit encore. Eh bien, Monsieur Deberrey, merci beaucoup pour toutes ces informations. Aurélie.